On dit que l'amour est aveugle. On ne dit jamais ce qui se passe quand il ouvre enfin les yeux. Je m'appelle Margot, et je veux vous raconter le matin où ma fille m'a brisé le cœur. Non pas par ses mots, mais par son silence. Non pas par son absence, mais par sa présence dans un monde qui n'avait soudain plus de place pour moi. 4h30 du matin. Mai doit travailler déjà l'aiguille à travers le tissu de soie, le même rythme qui m'avait porté pendant 28 ans de mère célibataire. Point après point, souffle après souffle, construisant une vie de fil et de détermination. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, ma fille deviendrait médecin. Marie-Claire. Ma brillante et belle Marie-Claire, qui s'endormait sur mes genoux pendant que je cousais à la lumière d'une lampe, qui me tressait les cheveux et me racontait des histoires sur la grande maison dans laquelle nous vivrions un jour, qui m'avait promis des places au premier rang pour chaque moment important de sa vie. La cafetière gargouillait. Paris dormait encore, mais j'étais déjà vêtue de ma plus belle robe bleu marine, celle que j'avais cousue moi-même, avec de minuscules boutons de nacre qui accrochaient la lumière comme il se doit. Je l'avais pressée 3 fois. J'avais vérifié l'ourlet 2 fois. J'avais appliqué du rouge à lèvres avec la précision minutieuse de quelqu'un qui ne voulait pas avoir l'air d'en faire trop. Mais j'essayais. Mon Dieu, j'essayais. Dans la cuisine, j'ai commencé le rituel. Le petit déjeuner préféré de Marie-Claire. Pain perdu à la vanille et à la cannelle, fraises fraîches disposées en petits cœurs, café au lait dans la tasse qu'elle utilisait depuis ses 12 ans. Le même petit déjeuner que j'avais préparé pour son premier jour d'école, son baccalauréat, son entrée en faculté de médecine. Mon téléphone a vibré contre le comptoir en marbre. Maman. Sa voix était différente. Forcée. Comme si elle parlait à travers une vitre. Ma chérie, bon matin. Je te prépare ton plat préféré. Maman, il faut qu'on parle. Les fraises semblaient soudain trop vives. Trop optimistes. Bien sûr, ma petite. Qu'est-ce qu'il y a? Le silence. Puis, des mots qui se sont répétés dans ma tête pendant des mois. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose à propos d'aujourd'hui. À propos de la remise des diplômes. Mes mains se sont immobilisées. Le café a refroidi. Et la remise des diplômes. C'est un événement très élégant. Très formel. Et nous, la famille de Pierre sera là. Ses parents connaissent tout le monde. Des gens importants. Et je me suis juste dit, que ce serait peut-être mieux si. Elle n'a pas terminé. Elle n'en avait pas besoin. Si je ne venais pas. Ce n'est pas que je ne te veuille pas. C'est juste que, tu sais comment sont les choses. Les apparences comptent. Et tu es couturière, maman. Ces gens-là, ils ne comprendraient pas. Le téléphone me semblait lourd dans la main. Plus lourd que toutes ces nuits blanches. Plus lourd que tous ces sacrifices. Plus lourd que 28 ans de « un jour, on aura tout ce qu'on veut ». Je vois. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de honte. C'est une question d'intégration. De mon avenir. De ce qui est le mieux pour chacun. Ce qui est le mieux pour chacun. Ces mots avaient un goût de trahison. Bien sûr, ma chérie. Je comprends parfaitement. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien. Comment la voix de ma fille était devenue celle d'une étrangère. Comment 28 ans d'amour étaient devenus quelque chose d'embarrassant. Comment les mains qui s'étaient épuisées à payer ses études étaient désormais trop rugueuses pour être vues en public. Je t'aime, maman. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais, Marie-Claire. Je sais. La ligne fut coupée. Le petit déjeuner était resté intact. Mon reflet dans la fenêtre de la cuisine montrait une femme en robe bleu marine, le rouge à lèvres parfaitement appliqué, sans aucun endroit où aller. Je suis restée assise à ma table de cuisine pendant 3 heures. À regarder le pain perdu refroidir. À regarder les fraises perdre leur éclat. À regarder mon reflet se dissoudre lentement en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. 28 ans. 28 ans de journée de travail de 18 heures. À choisir entre manger et acheter de nouvelles chaussures à Marie-Claire. À coudre des robes de mariée pour d'autres femmes tout en portant les mêmes 3 tenues en rotation. À dire non à chaque invitation, à chaque opportunité, à chaque chance de mon propre bonheur parce que tout devait être pour elle. Pour son avenir. Pour ses rêves. Pour sa réussite. Et maintenant,
Réussir signifiait que je n'avais plus ma place dans la même pièce que ma propre fille. Mon téléphone sonna de nouveau. Pendant un instant, l'espoir palpita dans ma poitrine comme un oiseau pris au piège. Margot, c'est Sylvie, la voisine. J'ai vu que tu t'étais levée tôt. Tout va bien. Sylvie était ma voisine depuis 15 ans. Elle avait vu Marie-Claire grandir, célébrer chaque étape importante, applaudi chaque réussite. Marie-Claire obtient son diplôme aujourd'hui. Oh, c'est merveilleux. Tu dois être si fière. À quelle heure dois-je venir t'aider à te coiffer? La gentillesse dans sa voix me brisa presque. Je n'y vais pas. Quoi? Pourquoi pas? Elle m'a demandé de ne pas venir. Silence. Puis, doucement, c'est impossible. Marie-Claire t'adore. Plus maintenant. Margot, ce n'est pas. Elle a honte de moi, Sylvie. De ce que je suis. De mes origines. De mon apparence. Ce n'est pas la Marie-Claire que je connais. Peut-être que tu ne l'as jamais connue. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. L'appartement me semblait trop petit. Trop calme. Trop chargé de souvenirs qui me semblaient soudain mensongers. Dans l'ancienne chambre de Marie-Claire, tout était exactement comme elle l'avait laissé. Des manuels de médecine soigneusement empilés sur son bureau. Des photos de nous ensemble à tous les âges, ses premiers pas, son premier jour d'école, sa lettre d'admission en médecine. Mes bras autour d'elle à chaque fois. Quand étais-je devenu quelqu'un à cacher? J'ai ramassé la petite boîte emballée sur sa commode. Le cadeau de fin d'études que je gardais depuis des mois. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvait un médaillon en or vintage. Celui de ma grand-mère. Le seul objet de valeur que j'ai jamais possédé. J'avais prévu de le lui offrir après la cérémonie. Pour lui dire à quel point j'étais fière. Comment elle avait dépassé tous mes rêves. Maintenant, j'avais l'impression que c'était la preuve de ma propre bêtise. Cet après-midi-là, alors que Marie-Claire traversait une scène que je n'avais pas le droit de voir, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai appelé Henri Moreau, l'agent immobilier qui me posait des questions sur la maison de ma mère depuis 2 ans. Henri? C'est Margot Beaumont. Pour la maison de l'avenue Foch. Margot. Enfin prête à vendre. Je veux qu'elle soit vendue avant la fin de la semaine. Avant la fin de la semaine? Mais Margot, il faut qu'on prenne le temps de... Je n'ai pas le temps, Henri. Il faut qu'elle soit vendue. Au plus offrant. La maison était dans ma famille depuis 3 générations. Une belle maison de ville du 16e arrondissement, avec de hautes fenêtres et des balcons en fer forgé. Ma mère me l'avait léguée en me disant qu'elle reviendrait un jour à Marie-Claire. Je la gardais pour elle. Pour son mariage. Pour sa première maison avec Pierre. Maintenant, elle aurait une autre utilité. J'ai une cliente qui est très intéressée, dit Henri prudemment. Mais Margot, tu es sûre? C'est ton héritage familial. Combien? Il propose 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. De quoi tout changer? Qui est-il? Jean-Luc Bernard. Il possède Bernard Industries. Matériel médical, fourniture hospitalière. Il cherche un bien dans ce quartier pour son nouveau siège social. Bernard Industries. Le plus grand concurrent du père de Pierre. Parfait. Dis-lui oui. Margot, tu devrais peut-être réfléchir à... Henri, ça fait 28 ans que je réfléchis. J'ai fini de réfléchir. Avec 3 millions d'euros, j'ai découvert quelque chose dont j'ignorais l'existence. Le pouvoir de l'argent de transformer non seulement une situation, mais aussi une identité. J'ai commencé au salon des Champs-Élysées. Le genre d'endroit devant lequel j'étais passé 1000 fois sans jamais oser mettre les pieds. Le genre d'endroit où Marie-Claire devait se rendre maintenant. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui, madame? Demanda la styliste en passant ses doigts dans mes cheveux grisonnants. Tout, dis-je. Je veux ressembler à quelqu'un qui a sa place partout. 6 heures plus tard, je suis ressorti avec des mèches blond miel, une coupe sophistiquée qui encadrait mon visage et une confiance en moi que j'avais oubliée. La manucure avait transformé mes mains usées par le travail en une élégance inouïe. La maquilleuse m'avait montré comment sublimer des traits auxquels je n'avais jamais prêté attention. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une inconnue. Une belle inconnue. Ensuite,
Les boutiques. Pas les grands magasins où j'avais fait mes courses pendant des décennies, mais les petites boutiques exclusives où les vendeuses vous regardaient comme si elles vous accordaient une faveur. Il me faut une garde-robe complète, ai-je dit à la vendeuse de Chanel. De tout. Pour chaque occasion. Et quel est votre budget, madame? Tout ce qu'il faut. Des costumes qui me donnaient une impression de puissance. Des robes qui me donnaient une impression d'élégance. Des chaussures qui me faisaient me sentir grande. Des bijoux qui accrochaient la lumière et attiraient l'attention. Mais la véritable transformation s'est produite lorsque je suis entré dans l'immeuble de bureaux de la rue Saint-Honoré et que j'ai signé le bail pour le dernier étage. Quel genre d'entreprise allez-vous diriger, Madame Beaumont? A demandé l'agent immobilier. Confection de vêtements. Plus précisément, uniformes médicaux. Uniformes médicaux. Blouse d'hôpital, blouse chirurgicale, blouse de laboratoire. Il y a un manque sur le marché pour des vêtements médicaux confortables et de haute qualité. J'ai l'intention de le combler. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà contacté toutes les couturières avec lesquelles j'avais travaillé. Les femmes comme moi, qui cousaient dans de minuscules appartements depuis des décennies, étaient sous-estimées et négligées. En 2 semaines, j'avais 20 femmes à mon service. En 1 mois, nous avons signé notre premier contrat avec une clinique privée. En 3 mois, nous étions le fournisseur privilégié de la moitié des hôpitaux parisiens. Bernard Industries fournissait du matériel médical à ces hôpitaux depuis des années. Ils avaient les relations, les contrats, la réputation. Ils avaient aussi ma maison. Marie-Claire a appelé 17 fois la première semaine. Je n'ai pas répondu. Elle est venue à mon appartement. Je n'étais pas là. J'avais emménagé dans un penthouse dans le 7e arrondissement, avec des baies vitrées et une vue sur la tour Eiffel. Elle a laissé des messages vocaux. Des messages. Des fleurs. Des excuses. Maman, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. J'étais nerveuse. J'avais peur. La famille de Pierre, ils sont tellement. Ils me font sentir que je ne suis pas assez bien. Comme si je n'appartenais pas à ce monde. Je pensais que si tu n'étais pas là, ce serait plus facile. Je sais que ça a l'air terrible. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. S'il vous plaît, rappelez-moi. J'ai sauvegardé tous les messages, mais je n'ai pas répondu. Pas encore. À l'hiver, Beaumont Médical était devenu le plus grand fournisseur d'uniformes hospitaliers d'Île-de-France. Notre usine employait plus d'une centaine de femmes, dont beaucoup étaient des mères célibataires comme moi. Nous proposions des services de garde d'enfants, des horaires flexibles et des salaires dignes. Je n'avais pas seulement réussi. J'étais puissante. Les journaux ont écrit sur moi. La couturière qui a bâti un empire. De mère célibataire à magnate des affaires. La femme qui a redéfini la mode médicale. Ils m'ont interviewé pour le magazine Elle. Ils m'ont photographié dans mon bureau en attique, vêtu d'un tailleur sur mesure, entouré des créations qui m'avaient rapporté des millions. Qu'est-ce qui vous motive, Madame Beaumont? A demandé la journaliste. La conviction que chaque femme mérite d'être valorisée pour ce qu'elle est, et non jugée pour ses origines. Et votre fille? Elle est médecin maintenant, n'est-ce pas? Elle l'est. Elle a beaucoup de succès. Elle doit être fière de ce que vous avez construit. Je l'espère. Mais le succès a une signification différente pour chacun. La journaliste n'a pas insisté. Mais je pouvais lire les questions dans ses yeux. Elle pressentait l'histoire sans vraiment la saisir. Elle est arrivée sur du papier coûteux, avec des lettres dorées et le nom de Marie-Claire gravé en haut. Marie-Claire Beaumont et Pierre Laurent vous prient de leur présence à leur cérémonie de mariage. Le 15 octobre. Dans 4 mois. En bas, de la main de Marie-Claire. Maman, viens. J'ai besoin de toi. Je suis désolée pour tout. Je t'aime. J'ai gardé le faire-part longtemps. Une partie de moi avait envie de le déchirer. Une autre partie de moi voulait l'encadrer. Au lieu de cela, j'ai décroché le téléphone et appelé mon assistante personnelle. Il me faut une robe pour un mariage, ai-je dit. Quelque chose qui marquera les esprits. Le mariage a eu lieu au château de Malmaison, parce que c'était bien sûr le cas. La famille de Pierre avait loué toute la salle, engagé les meilleurs traiteurs, invité tous ceux qui comptaient pour elle.
Je suis arrivée 30 minutes en retard, volontairement. Au théâtre, le timing est primordial. Ma robe était en soie bleu nuit, confectionnée sur mesure par mes propres créateurs. Elle me tombait comme si elle avait été peinte sur mon corps. Les bijoux étaient des quartiers vintage, achetés spécialement pour ce jour-là. Mes cheveux étaient coiffés en un élégant chignon qui avait pris 2 heures à peaufiner. J'avais l'air d'une personne riche. J'avais l'air d'une personne puissante. J'avais l'air d'une personne qui a sa place où qu'elle soit. La réaction a été immédiate. Les conversations ont cessé. Les têtes se sont tournées. Des murmures ont commencé. Est-ce que... C'est impossible. Margot Beaumont? La femme du magazine. C'est la mère de Marie-Claire. Impossible. La mère de Marie-Claire est couturière. C'est Margot Beaumont. De Beaumont Médical. Elle vaut des millions. Je traversais la foule comme si je flottais. Saluant les connaissances, souriant les inconnus, ignorant les visages choqués de la famille de Pierre. Marie-Claire m'aperçut de l'autre côté de la pièce. Elle portait la robe de mariée qu'on ne m'avait jamais demandé de confectionner, entourée de demoiselles d'honneur que je n'avais jamais rencontrées. Son visage devint blanc. Elle s'excusa et marcha vers moi, sa traîne traînant derrière elle comme un drapeau blanc de reddition. « Maman. Bonjour, Marie-Claire. Tu es magnifique. Je n'arrive pas à croire, tu as l'air différente? Incroyable. Mais comment as-tu, où as-tu? J'ai vendu la maison de grand-mère. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Tu as quoi? Je l'ai vendue. À Jean-Luc Bernard. Il l'utilise comme siège social pour Bernard Industries. Un homme charmant. Nous sommes devenus très proches, en fait. Il m'aide à naviguer dans le secteur des fournitures médicales. Le visage de Marie-Claire passa du blanc au gris. Tu as vendu la maison de grand-mère? La maison qui était censée être la mienne? Censée être la tienne? Selon qui? Selon la tradition. La famille. Tout ce qu'on avait prévu. Ah oui, la famille. Dis-moi, Marie-Claire, que signifie exactement la famille pour toi? Elle regarda nerveusement autour d'elle. Les invités regardaient. Écoutaient. Les parents de Pierre approchaient. Maman, s'il te plaît. Pas ici. Pas maintenant. Quand, alors? Quel serait le bon moment pour avoir cette conversation? Parce qu'apparemment, ta remise de diplôme n'était pas le bon moment. Apparemment, je n'étais pas assez bien pour ce public. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire alors? La mère de Pierre apparut au coude de Marie-Claire. Marie-Claire, ma chérie, tu ne vas pas nous présenter ton « invité » ? Le silence avant « invité » était délibéré, calculé, dédaigneux. Maman, voici Madame Laurent. La mère de Pierre. Madame Laurent, voici ma mère, Margot Beaumont. Le sourire de Madame Laurent était poli mais froid. Ah oui, on a tellement entendu parler de vous. La couturière. Ancienne couturière. Corrigez-je. Maintenant, je suis PDG de Beaumont Médical. Vous avez peut-être entendu parler de nous? Nous fournissons les uniformes de l'hôpital Saint-Joseph, où votre mari siège au conseil d'administration. Le sourire s'est estompé. Oh, oh, je vois. Oui. J'imagine que oui. Pierre nous a rejoints, l'air mal à l'aise. Madame Beaumont, merci d'être venue. Marie-Claire espérait que vous viendriez. Vraiment? C'est intéressant. Parce qu'il y a 6 mois, elle espérait que je ne viendrais pas à sa remise de diplôme. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Les yeux de Marie-Claire se sont remplis de larmes. Maman, s'il vous plaît. Quoi, Marie-Claire? S'il vous plaît, faites semblant? S'il vous plaît, souriez? S'il vous plaît, faites comme si de rien n'était? S'il vous plaît, ne gâchez pas mon mariage. Gâcher votre mariage? Chérie, ce n'est pas moi qui ai tout gâché. C'est juste moi qui ai décidé d'arrêter de faire comme si de rien n'était. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que Marie-Claire et moi ayons jamais eue. Pas là, au mariage, mais plus tard ce soir-là, quand elle est arrivée dans mon appartement, toujours vêtue de sa robe de mariée. Pourquoi? A-t-elle demandé.
Pourquoi as-tu fait tout ça? Parce que je le pouvais. Parce que j'en avais assez d'être invisible. Parce que j'ai réalisé que la personne que j'avais été toute ma vie n'était pas vraiment moi. C'était juste quelqu'un que j'étais devenu par nécessité. Mais la maison, maman. La maison de grand-mère. C'était notre histoire. Notre histoire? Ou ton héritage? Elle s'est assise lourdement sur mon canapé, sa robe s'étalant autour d'elle comme du lait renversé. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je sais que je t'ai blessé. Mais vendre la maison, c'était notre lien avec la famille. Avec le passé. Le passé où je me suis tuée au travail pendant que tu étais gêné par moi? Ce passé? Je n'ai jamais été gênée par toi. Alors pourquoi n'étais-je pas assez bonne pour ta remise de diplôme? Parce que j'avais peur. Parce que la famille de Pierre est différente. Ils ont de l'argent et des relations, et ils méprisent les gens comme moi, comme nous. Ils méprisent les gens comme nous. Et j'avais peur que s'ils voyaient d'où je venais vraiment, ils me mépriseraient. Que Pierre me méprise. Et donc tu as décidé de m'effacer. J'ai décidé de me protéger. Ce qui était égoïste et horrible, et je le regrette chaque jour depuis. Vraiment. Oui. Mon Dieu, oui. Je t'ai appelé tous les jours. Je suis passé devant ton ancien appartement. J'ai demandé à tout le monde s'ils savaient où tu étais. Je pensais que tu avais peut-être quitté Paris. Peut-être que tu avais déménagé et que je ne te reverrais plus jamais. Ça aurait été plus facile. Non. Ça aurait été impossible. Maman, tu es tout pour moi. Tu l'as toujours été. Tu m'as élevé seule, tu as tout sacrifié pour moi, tu as fait de moi ce que je suis. Et je te l'ai rendu en ayant honte de toi. En te demandant de te cacher. En me demandant de ne pas exister. Oui. Et je me déteste pour ça. Nous sommes restés assis en silence un long moment. La tour Eiffel scintillait devant mes fenêtres, et j'ai pensé au chemin que nous avions parcouru pour arriver à ce moment. La maison a disparu, Marie-Claire. Je ne peux pas la rendre. Je ne la veux pas. Je te veux. Je suis là. Non, tu ne le es pas. Tu es quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un qui n'a plus besoin de moi. Je n'ai jamais eu besoin de toi, Marie-Claire. Je t'ai aimé. Il y a une différence. Et maintenant? Maintenant, j'essaie de comprendre si l'amour suffit à pardonner une trahison. Et l'est-il? Je ne sais pas encore. 3 mois plus tard, Marie-Claire est venue à mon bureau. Non pas dans mon appartement, mais dans mon bureau, où j'étais entourée de l'empire que j'avais bâti à force de douleur et de détermination. J'ai une proposition, m'a-t-elle dit. Je t'écoute. Je veux travailler pour vous. Excusez-moi. Je veux travailler pour Beaumont Médical. Comme médecin. Je sais que vous ouvrez une nouvelle clinique. Je veux la diriger. Pourquoi? Parce que je veux comprendre. Je veux comprendre ce que signifie travailler pour quelque chose au lieu de simplement en hériter. Je veux comprendre ce que signifie servir les gens au lieu de simplement les impressionner. Et Pierre? Pierre est en train de s'adapter. L'entreprise familiale est en difficulté depuis que Bernard Industries a commencé à accepter leur contrat. Il a dû apprendre l'humilité. Cela lui a été bénéfique. Je vois. Maman, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça. Mais je veux regagner ma place dans ta vie. Je veux te prouver que je suis digne d'être ta fille. Tu as toujours été digne d'être ma fille, Marie-Claire. La question est de savoir si tu es digne d'être la personne que je t'ai élevée. Je veux l'être. Me laisseras-tu essayer? La clinique ouvrit 6 mois plus tard. Marie-Claire la dirigea avec le même dévouement qu'à ses études, mais avec une nouveauté, la compassion pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer une assurance maladie privée. L'empathie pour les mères célibataires cumulant plusieurs emplois. La compréhension pour les femmes invisibles qui faisaient tourner le monde. Pierre, humilié par les échecs de sa famille, accepta un emploi dans mon usine. Débutant. Apprendre le métier de A à Z. Apprendre ce que signifiait travailler de ses mains. Quand Marie-Claire m'a annoncé sa grossesse, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas le pardon, qui était venu lentement, douloureusement,
au fil de mois de reconstruction minutieuse. Mais l'espoir. L'espoir pour la génération suivante. J'ai acheté un terrain à côté de la nouvelle clinique. Pas pour Marie-Claire, mais pour mon petit enfant. Un endroit où il pourrait grandir en comprenant que la valeur vient du caractère, pas de la classe sociale. Que la dignité se mérite, ne s'hérite pas. Pourquoi ? A demandé Marie-Claire lorsque je lui ai montré l'acte de propriété. Parce que je veux que votre enfant connaisse sa grand-mère. La vraie. Pas celle qui était trop gênante pour être vue en public. Maman. Et je veux qu'il sache que l'amour ne signifie pas le silence. Que parfois, la chose la plus aimante qu'on puisse faire est de refuser de disparaître. 1 an plus tard, je me suis réveillée dans mon appartement et j'ai préparé le petit déjeuner. Pain perdu à la vanille et à la cannelle. Fraises fraîches disposées en petits cœurs. Café au lait dans des tasses dépareillées. Marie-Claire est venue avec sa fille de 6 mois, Amélie. Ma petite fille, qui me regardait d'un regard dénué de tout jugement. Sans honte. Sans gêne. Juste de l'amour. Parle-moi du bon vieux temps, maman, a dit Marie-Claire tandis qu'Amélie jouait avec les boutons de mon chemisier. Quand j'étais petite. Quand on était juste nous deux. Quel moment. Tout ça. Les bons moments. Les moments difficiles. Les moments où on était heureuse même si on n'avait rien. On n'a jamais rien eu, Marie-Claire. On était la l'une pour l'autre. Je le sais maintenant. Et toi ? Je sais que la femme qui m'a élevée est la même qui a bâti cet empire. Je sais que la force ne vient pas de l'argent, du statut social ou de l'approbation. Elle vient du refus de se laisser diminuer par les limites des autres. Et toi, que sais-tu d'autre ? Je sais que je suis désolée. Pas seulement pour la remise des diplômes, mais pour toutes les fois où j'ai laissé l'opinion des autres primer sur tes sentiments. Pour toutes les fois où j'ai oublié que tu étais celle qui a tout rendu possible. Et quoi d'autre ? Je sais que je t'aime. Pas seulement comme ma mère, mais comme la femme que tu es. La femme que tu as toujours été. La femme que j'étais trop aveugle pour voir. J'ai regardé ma petite fille, qui tirait sur mon collier de ses petits doigts parfaits. Amélie n'aura jamais honte de sa grand-mère, ai-je dit. Non, elle ne le sera pas. Parce que je veillerai à ce qu'elle sache combien elle a de la chance de t'avoir. Plus tard dans la soirée, après le départ de Marie-Claire et Amélie, je me suis assise devant ma vieille machine à coudre. Celle que j'avais gardée malgré une usine pleine d'équipements industriels. Celle qui m'avait aidée pendant 28 ans de monoparentalité. Je fabriquais des chaussures pour bébé. Des chaussures minuscules et parfaites pour les premiers pas d'Amélie. Chaque point était une prière. Chaque fil était une promesse. Chaque couture soignée témoignait de la vérité que j'avais apprise. Que l'amour n'est pas silencieux. Que la dignité n'est pas facultative. Que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de refuser de disparaître. Marie-Claire m'avait demandé de ne pas venir à sa remise de diplôme. C'était la pire chose qu'elle m'ait jamais faite. C'était aussi la meilleure chose qu'elle ait jamais faite pour moi. Parce que cela m'a appris que je valais plus que l'approbation de ma fille. Plus que le réconfort de quiconque. Plus que le silence. Les chaussures étaient terminées. De minuscules œuvres d'art qui porteraient ma petite fille vers son avenir. Un avenir où elle saurait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle venait de femmes qui refusaient d'être diminuées. Je les ai tenues à la lumière, examinant chaque point. Parfaite. Forte. Belle. Exactement comme la femme qui les a faites. Exactement comme la femme que j'avais toujours été, même quand je l'avais oubliée. Exactement comme la femme que j'avais choisi de devenir. La plus grande richesse, j'ai réalisé, ne réside pas dans ce que l'on possède. C'est dans ce que l'on refuse d'abandonner. Et j'avais refusé de renoncer à ce que je possédais de plus précieux, moi-même. Marie-Claire m'avait demandé de ne pas venir à sa remise de diplôme. J'étais reconnaissante qu'elle l'ait fait. Parce que cela m'a appris que certaines invitations valent la peine d'être déclinées. Certaines apparitions valent la peine d'être manquées. Certaines relations valent la peine d'être reconstruites à partir de zéro. Et certaines femmes valent la peine qu'on se batte pour elles. Même quand cette femme, c'est toi-même. Surtout quand cette femme, c'est toi-même. Les chaussures de bébé étaient posées sur ma table, attendant que de petits pieds les remplissent. Attendant que la prochaine génération fasse ses premiers pas dans un monde où elle saurait,
Sans l'ombre d'un doute, qu'elle vient de la force. Qu'elle vient de l'amour. Qu'elle vient de femmes qui ont refusé de disparaître. Et c'est peut-être le plus bel héritage de tous.